traiter du réemploi structurel en béton, et puis après, on va agrémenter tout ça avec quelques exemples de systèmes structurels qu'on peut faire avec justement ces éléments de béton réemployés. Ça passe pas. Voilà, alors aujourd'hui, on est deux à vous présenter cette présentation. Il y a Julien Pathé, qui est ingénieur civil, qui a notamment fondé la coopérative en septembre 2020, et moi également ingénieur civil. Je suis coopérateur depuis 2020, mais j'en ai fait mon activité principale il y a un peu plus d'un an. Je t'enlève ça. Un petit souci. Notre coopérative, on n'est pas que des ingénieurs civils, en fait, on regroupe plusieurs acteurs dans la construction. On a des architectes, des ingénieurs en physique du bâtiment. L'idée, c'est en fait de regrouper sous une même entité des gens qui ont des valeurs communes, et notamment la volonté de faire une ingénierie et architecture un peu plus engagée dans la durabilité et dans le social. Donc voilà, on est tous un peu mus par cette même idée-là, et on a eu tous le constat que c'était peut-être difficile de le faire dans des bureaux plus classiques. Donc on a créé cette coopérative. Donc, on est des ingénieurs architectes, on a des bureaux à Lausanne et aussi à Genève. Et puis, on a la particularité d'être en gouvernance holacratique, donc horizontale. On peut tous des associés ensemble. Je passe, je passe la parole maintenant à Julien pour l'introduction plus générale sur les considérations à avoir en tête quand on fait du réemploi structurel. Merci Émeric. Du coup, on va commencer par se poser un peu la question de où est-ce qu'on en est finalement avec le réemploi structurel. Puis en guise d'intro, là, on va parcourir trois exemples qui ont chacun leur particularité. Donc si on commence ici en haut à gauche, donc là on a un exemple qui a été développé par le laboratoire SXL de l'EPFL, qui consiste finalement à utiliser des dalles et puis les poser sur un système porteur de profilés métalliques qui peut être neuf ou de réemploi aussi par ailleurs. Et puis, on voit qu'avec ce système, on a quand même beaucoup de flexibilité puisqu'on a des petits modules de dalles qu'on pourra réagencer un petit peu comme on veut, finalement, sur une trame porteuse avec des profilés métalliques. Mais quelque part, on perd un petit peu au niveau de la performance puisque les modules de dalles vont devoir rester quand même relativement petits. Euh, donc voilà pour cet exemple-là. Si maintenant on va sur l'autre exemple ici au milieu, donc on a apporté chez 2401 en partenariat aussi avec le SXL sur cet exemple-là. C'est une autre forme finalement de réemploi. Là, il y a quelque part une réinterprétation à la fois de la géométrie du bâtiment donneur par rapport au bâtiment receveur qu'on voit là, puisque on réagence ces éléments structuraux. Et puis on a aussi une réinterprétation mécanique, statique, disons, puisque les éléments vont pas du tout avoir tendance à travailler de la même manière. Donc on doit comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir proposer les autres interprétations statiques. Puis là, on est un peu au milieu, finalement, on a un petit peu de flexibilité, mais pas tant, puisqu'on récupère des éléments qui ont une géométrie héritée. Puis en termes de performance structurelle, bah, on a quand même quelque part un peu dégradé la performance structurelle par rapport au bâtiment donné. Un autre exemple ici à droite par Superlocal. Donc là, on voit, hein, il y a un prélèvement d'une partie d'ouvrage pour aller dans le bâtiment d'honneur. Et puis avec cet exemple-là, bah, voilà, au niveau de la flexibilité géométrique, il y en a quasiment aucune. Par contre, on peut s'attendre, bon, il y a toujours des découpes, mais on peut s'attendre qu'au niveau des performances mécaniques, il y a relativement peu de pertes. Ces trois exemples illustrent assez bien la pratique aujourd'hui du réemploi et puis ils posent un peu cette dualité finalement entre les performances mécaniques et puis la flexibilité architecturale du réemploi. Et puis l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Alors, quelles difficultés aujourd'hui on a sur le réemploi? Là, on voit une vue de haut d'un chantier de déconstruction on a pu suivre au niveau enfin, chez nous, chez 2401. Et puis, je vais faire apparaître maintenant le plan de déconstruction qui correspond à ce projet. Et puis en fait, on voit ici qu'on a déjà plusieurs couleurs. Il y a quatre couleurs différentes. Et puis on voit aussi que parmi ces couleurs-là, on va avoir des petits modules ici en vert et puis des modules de différentes tailles. Alors les couleurs, ça correspond à différents projets receveurs, plusieurs différentes équipes quelque part qui construisaient un projet avec des éléments de réemploi et puis qui ont fait la demande d'avoir ces éléments-là. Et puis, à l'intérieur de chaque projet, il y a encore une variabilité avec des éléments voilà, plus petits et des éléments un petit peu plus grands. Je montre ce plan pour aussi illustrer un petit peu les difficultés de coordination que ça peut engendrer, parce que bah, on imagine assez bien qu'au niveau géométrique, tout d'un coup, il y a une ligne, là où j'ai la souris qui vient à se déplacer, et ben, ce plan devra être refait, puisque c'est une forme un peu de Tetris.
On essaye d'optimiser, on essaye ici d'avoir des lignes de sillage le plus droit possible pour avoir peu d'interruptions de sillage, ce qui va aussi nous réduire les coûts. Et une autre difficulté qui est un petit peu illustrée là, bah, c'est que finalement, on a quatre projets receveurs. Et du coup, ces quatre projets receveurs, bah, on met quelque part un peu le pied, le nez dans quatre équipes de projets qui ont des conditions temporelles, des conditions financières différentes. Et bah, c'est pas forcément toujours facile de coordonner ça. Alors, on aboutit à cette slide où on va commencer à parler de filière et de comment est-ce qu'on peut, à notre sens, à notre avis, structurer un petit peu la filière. On se rend compte finalement que, quel que soit le plan de déconstruction, c'est assez évident ce que je suis en train de dire là, mais on arrive toujours à des blocs de réemploi et on propose presque d'en faire quelque part l'unité de base qui pourrait structurer la filière. Comment finalement on pourrait sortir des éléments euh, presque décorrélé finalement de la demande, pas forcément faire du projet donneur à projet receveur en direct, mais se servir de cet élément-là, pardon, pour structurer une filière et en faire un élément qui pourrait être un élément standardisable. Alors, on fait une petite parenthèse pour se poser un peu la question de qu'est-ce que c'est que ce matériau béton de réemploi? Avec cette question volontairement mise comme ça, est-ce que c'est un nouveau matériau pour l'interrogation? Euh, c'est vrai que voilà, on a tendance naturellement à faire le lien entre un béton coulé sur place et puis un béton de réemploi. Et finalement, ils ont quand même des propriétés différentes. Et il y a une mise en œuvre qui est différente, et ça, c'est clairement évident. Mais en termes de propriétés, il y a aussi des propriétés différentes, et puis on veut un petit peu les parcourir. Puis l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut exploiter ces nouvelles propriétés du béton de réemploi bah, pour en trouver des usages qui soient pertinents par rapport à ces nouvelles propriétés. Alors, en termes de résistance, ça, c'est une courbe que les ingénieurs connaissent, qui vient de la SIA 262, la norme de béton. On voit qu'entre un béton, donc là, on a le rapport des résistances dans le temps. Et nous, on utilise les résistances à 28 jours. Et puis, on voit que les bétons de réemploi, donc qui sont des vieux bétons qui ont largement passé 20 ans, on va avoir un gain de résistance ici qui est estimé entre 20 et 50%. C'est-à-dire que même si on a des bétons qui sont peut-être vieux, avec des recettes qui étaient peut-être un peu moins optimisées que ce qu'on a maintenant, on a quand même des bétons qui ont pu gagner de la résistance et qui sont vraiment pas si mauvais en termes de résistance. Donc, c'est vraiment une propriété qu'on va pouvoir exploiter dans le béton de réemploi. Quelque chose d'encore un peu plus intéressant pour le béton de réemploi, c'est le fluage. Alors, le fluage, il faut que j'explique un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne sont pas forcément ingénieurs ici dans la visio. Fluage, c'est ce qu'on appelle la déformation différée dans le temps. Et si j'explique ça un peu de manière plus pragmatique, disons quand on a une dalle, on va la décoffrer, on va avoir directement la déformation du poids propre de la dalle. Et puis si on laisse cette dalle en l'état et qu'on attend, elle va continuer encore de se déformer dans le temps. Et puis cette déformation, elle peut être entre 2 et 4 fois finalement la déformation initiale. Et donc on a vraiment cette déformation qui est différée dans le temps. Et puis c'est ce graphique-là qui va nous permettre de comprendre à quel point elle est différée dans le temps. Donc encore une fois, on va décoffrer notre dalle, enfin disons, elle est désétayée pardon, à 28 jours environ. On est ici à 0,4 et puis on voit qu'au bout de 20 ans, ce coefficient ici, il arrive à 1 et puis du coup entre 0,4 et 1, on a une multiplication par 2,5 qui est la déformation différée dans le temps. L'intérêt du béton de réemploi, c'est qu'on est au bout de la courbe de fluage et qu'on va pouvoir prendre des éléments, les remettre dans d'autres conditions, d'autres états de contrainte. Et puis, a priori, on aurait un fluage qui est très, très réduit, très limité. Donc, des éléments qui sont quelque part plus stables, qui vont moins se déformer qu'un béton. Et au niveau du retrait, alors là, j'ai pas mis de courbe, on a juste dit que c'était négligeable, mais c'est assez intéressant parce que dans le béton neuf, on met pas mal d'armature pour éviter finalement d'avoir des fissures lorsque le béton tire sur lui-même, lorsqu'il fait son retrait dû à la prise du béton. Là, on a un béton qui est déjà dur et bah, quelque part, c'est évident, hein, mais on pourra tirer un peu parti du fait que là, on n'a pas de retrait, on ne va pas avoir besoin de mettre des armatures complémentaires pour lutter contre les effets du retrait. Alors, j'ai ici quelques slides qui parlent un peu de durabilité dans le temps, donc résistance hein, des bétons dans le temps, d'un point de vue de la filière. Je vais les passer parce que notre présentation elle est relativement longue, mais en tout cas elles sont là et puis on pourra éventuellement en discuter s'il y a des questions par rapport à ça, de comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue de la filière, d'un point de vue de toutes les étapes qu'on doit faire pour du béton neuf et pour du béton de réemploi, comment est-ce qu'on peut comparer les deux. Par contre, je vais quand même aborder une approche simplifiée pour l'évaluation de la durabilité
durabilité dans le temps des bétons de réemploi. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu délicat. On a pas mal d'exemples qui viennent aussi qui sont plutôt soumis quelque part par et motivés par des architectes qui n'ont pas forcément la vision classe d'exposition qu'on peut avoir au niveau de l'ingénierie civile. Et puis là, on propose une approche simplifiée qui est un peu entre les deux, qui est presque accessible finalement pour les architectes et qui, pour nous, en tant qu'ingénieurs civils, doit aussi un petit peu simplifier les choses. Donc, cette approche simplifiée, on va tout d'abord se poser la question du stade de dégradation du béton existant. Donc là, on est dans le bâtiment donneur. Et puis, on va définir trois stades. Stade 1, stade 2, stade 3. Le stade 1, on a absence de dégradation significative. On a des bétons qui sont je veux dire, comme neufs par abus de langage, mais disons, qui n'ont pas commencé à avoir un mécanisme de dégradation qui toucherait l'armature. Donc là, on les classe au stade 1. Stade 2, on commence à avoir un mécanisme de dégradation, initiation d'un mécanisme de dégradation. Là, on sent qu'à certains endroits, l'armature, elle commence à être touchée. On peut avoir quelques éclats de béton, justement, qui sont dus à la corrosion de l'armature. Et puis, stade 3, on est dans un stade de dégradation avancé, où bah, finalement, le mécanisme de dégradation, il est bien initié, bien avancé. Et en fait, on va même avoir quelques réductions de sections. Là, on parle d'environ 10% de réduction de section, donc avec une perte de résistance mécanique du même ordre. Donc comme ça, on classe finalement un peu l'état de nos bétons. Et puis on ne sort pas ça de nulle part. C'est une méthode hein, qu'on propose chez 2401 et aussi avec les SIG à Genève. On est en train d'établir cette approche simplifiée. Mais on ne la sort pas forcément de nulle part. On est relié finalement à ce tableau que certains connaissent si vous travaillez sur des ouvrages d'art, notamment l'évaluation de la durabilité des ouvrages d'art. Et donc, on fait le lien comme ça entre nos stades et puis les classes de dégâts qui viennent de ce tableau. On va aussi parler de niveau d'exposition, et c'est là en fait qu'on a une simplification qui va permettre d'aller un petit peu plus vite que l'approche par classe d'exposition. On va s'intéresser au niveau d'exposition à l'eau principalement, à la fois dans le bâtiment donneur et le bâtiment receveur. On va définir un premier niveau qui est le niveau faiblement exposé. On aura une correspondance avec les classes X0, XC1. Et puis ça, c'est plutôt des éléments qui sont situés à l'intérieur. Donc, c'est des bétons qui ont été faits quelque part pour être mis à l'intérieur, mais qui ne sont pas forcément prévus pour subir des niveaux d'agression environnementale élevés. On a le niveau 2, moyennement exposé. Donc là, c'est des éléments qui sont un peu plus soumis à l'eau. Donc, ils peuvent avoir de temps en temps de l'humidité ou de l'eau en contact de la peau de béton. Et on serait au niveau des classes d'exposition plutôt équivalent à du XC3, XD1, XF1, XF2. Et typiquement, bah, c'est des éléments verticaux situés à l'extérieur. Donc des éléments qui peuvent prendre de la pluie ou de l'humidité, mais qui ne sont pas les plus soumis non plus à ça. Puis on a un niveau 3 fortement exposé. En correspondance de classe d'exposition, on est sur du XC2, XC4, XD3, XF2, XF3, XF4, pardon pour l'énumération. Et puis là, on est plutôt sur des éléments horizontaux situés à l'extérieur ou même des éléments verticaux, mais qui sont soumis à des éclaboussures routières, par exemple, ou typiques qu'on peut retrouver dans des murs de soutènement, ce genre de choses. Mais voilà, pour simplifier, on a défini ces trois niveaux d'exposition. Et puis ça va nous permettre de comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire, ou alors quelles études il faut faire si on veut traiter des cas plus particuliers, entre un projet donneur ici à gauche et un projet receveur ici en haut. Donc à chaque fois, il faudra voir finalement pour notre projet donneur à quel niveau d'exposition notre mur était soumis et quelque part a été conçu pour ce niveau d'exposition. Et puis qu'est-ce qu'on va en faire dans ce projet receveur. Et puis ça, on va avoir trois tableaux. Donc là, c'est le premier tableau et c'est pour les éléments qui sont au stade de dégradation 1, quelque part qui n'ont pas encore initié un mécanisme de dégradation qui touche l'armature. Alors ici, grosso modo, il y a un peu tout qui est possible. Donc si on prend par exemple un élément qui est situé à l'intérieur dans un projet donneur, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, assez facilement, on se dit qu'on peut le remettre à l'intérieur, donc faiblement exposé dans le projet receveur. Par contre, on peut peut-être aller plus loin, on peut peut-être l'exposer un peu plus, voire l'exposer fortement. Donc on dit ici que c'est possible, mais oui, la couleur, elle change parce que là, il va falloir faire des essais. Donc on va devoir le justifier par des essais de carbonatation ou d'autres types d'essais. Et selon le résultat des essais, peut-être qu'on va recommander une protection additionnelle sur le béton. Donc là, j'ai décrit un peu finalement la philosophie de ces tableaux, hein, entre le projet donneur, le projet receveur. Et puis on a établi ces tableaux pour les différents stades de dégradation.
Donc, stade de dégradation 2, on a quelques éclats qui sont liés à un début de corrosion de l'armature. Et puis là, l'idée, c'est vraiment de ne pas recommander les niveaux d'exposition, enfin une augmentation des niveaux d'exposition. Typiquement, si on a un élément qui est faiblement exposé et qui a déjà quelques petits soucis, quelques petits éclats d'armature, de béton, pardon, on ne va pas forcément recommander le fait de l'exposer plus fortement. Donc, on laisse finalement dans la même classe d'exposition, dans le même niveau d'exposition. Et puis, bah, forcément, là, s'il y avait des petits éclats de béton, bah, il va y avoir des réparations ou voire des protections additionnelles. Et puis, on a le tableau qui est fait aussi pour les éléments en stade de dégradation 3. Je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas la partie de la présentation la plus fun à écouter. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc là, globalement, on prend encore plus de précautions dans ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu les scénarios faisables et puis les mesures d'intervention complémentaires à l'aide de ces tableaux-là, on définit quelque chose qui nous permettra d'être encore plus fin finalement dans les scénarios de réemploi, qui est la catégorie de rôles structurels. Et on va définir quatre catégories de 1 à 4. Alors, 1, ça va être des éléments. Là, on parle du projet receveur, pardon. Si notre élément de réemploi dans le projet receveur, bah, il a un rôle structurel important à une échelle globale, typiquement si son effondrement entraîne l'effondrement de toute la structure porteuse, on va catégoriser ça en catégorie 1. Si son effondrement, il entraîne un effondrement à l'échelle locale, catégorie 2. Si on a un mécanisme de redondance qui fait que son effondrement n'entraînera pas d'effondrement à l'échelle locale, mais que, in fine, on pourrait quand même dégrader la sécurité, mais voilà, on a ce mécanisme de redondance qui permet de ne pas tout de suite avoir un effondrement, on est en catégorie 3. Et puis catégorie 4, c'est plutôt pour les éléments non porteurs. Donc finalement, leur défaillance entraîne juste leur propre effondrement, mais pas l'effondrement d'autres éléments situés à côté. Donc on a ces catégories-là. Et puis si je reviens maintenant sur les slides d'avant, j'avais pas forcément précisé ce que voulaient dire ces chiffres qui sont mis ici. En fait, ces chiffres, ils nous permettent de quantifier quelque part la fiabilité des interventions. Et en fait, l'idée, elle est assez simple, c'est de voir ben, si on a peu d'interventions, typiquement un mur intérieur, on le remet en mur intérieur, pas d'intervention, fiabilité au niveau de la durée de vie dans le bâtiment d'honneur, on est plutôt sur une fiabilité de niveau 1. Par contre, si on commence à devoir justifier ça par des essais et des mesures de protection, le niveau de fiabilité il est plutôt du niveau 2, donc on a un peu moins de fiabilité. Et puis, on y va un peu de manière croissante comme ça, avec des niveaux de fiabilité qui vont se dégrader de 3 et puis allant jusqu'à 4 ici. Et ce qu'on va faire, c'est finalement faire le lien dans ce tableau entre le rôle structurel et le niveau de fiabilité du scénario. Donc, pour des éléments qui sont hyper importants à l'échelle du bâtiment, on va recommander des scénarios qui ont un niveau de fiabilité 1 parce que quelque part, on est sûr qu'on va pouvoir garantir la durée de vie de ces éléments dans le bâtiment receveur. Voilà, et puis on applique la même logique finalement aux autres rôles structurels avec des possibilités de fiabilité qui sont de plus en plus grandes finalement, puisque pour des éléments non porteurs, quelque part, ben, on a peu de contraintes sur le niveau de fiabilité du scénario proposé. Voilà. Alors, tout ça, c'est une approche simplifiée. Ce qu'on recommande aussi, c'est finalement d'approcher des laboratoires qui sont spécialistes en matériaux et en béton. Et puis, on peut avoir des approches beaucoup plus détaillées. On a quelques slides ici pour la carbonatation, mais encore une fois, je ne vais pas forcément le détailler. S'il y a des questions à la fin de présentation, ben, on pourra y revenir. Alors, je reviens à cette idée du composant simple et standard. Donc, ce qu'on essaie vraiment de pousser chez Uncasor, mais aussi pour qu'il y ait une émergence quelque part de la filière réemploi, c'est de décorréler complètement les chantiers de déconstruction et les chantiers de construction, donc décorréler le projet donneur et le projet receveur. Et pour ça, bah, on essaie de promouvoir un module qui ferait, on recommande cette dimension-là, 2,40 m par 2,40 m. Alors la première raison, c'est que bah, déjà, il pèse pas trop lourd ce module, et puis on peut facilement le mettre sur des camions qui ne sont pas des convois exceptionnels. Et on va pouvoir, avec cette hauteur de module de 2,40 m, relativement simplement faire des murs. On peut toujours rebétonner ici un chaînage ou une réhausse en haut avec la dalle qui vient dessus pour compléter la hauteur. Et puis, on va le voir dans les présentations, enfin, dans les slides suivantes, on peut aussi faire des planchers porteurs avec ce. La parole à mon collègue Emery. Voilà, je reprends la main pour vous montrer un peu différentes applications structurelles que l'on peut faire avec ces éléments standards ou non, mais qu'a présenté Julien.
Donc la plus facile peut-être, c'est en fait de les remettre à la verticale et de créer des murs avec ces éléments de dalle découpés. La mise en œuvre est assez facile. Julien en a parlé un peu, mais il faut faire une assise et sceller quelques barres pour l'appui inférieur et faire de même en tête. On peut compléter en fonction de la hauteur libre de l'étage, compléter encore par du béton qu'on peut bétonner éventuellement avec la dalle supérieure si elle est elle-même en béton. Mais la mise en œuvre est relativement aisée. Il y a peut-être un traitement des joints verticaux entre les murs à faire. Mais voilà, c'est assez facile. À droite, vous avez deux exemples qu'on n'a pas fait, mais un peu test pour ces murs en dalle de réemploi. Et puis à gauche, il y a notre projet du boulodrome de Ronan. On voit les murs en verre. Voilà, ça a été fait avec des éléments de dalle de réemploi sur lesquels on vient greffer une charpente en bois. Ici, je vous mets l'image d'un détail où on voit à gauche, on voit la nouvelle fondation dans laquelle on a glissé une gaine de précontrainte vide et nos éléments de dalle avec la tige scellée viennent s'insérer dans ces gaines et on vient bétonner l'assise avec la gaine pour créer l'appui en pied. Et puis en tête, c'est une coupe dans la longueur du mur, mais on voit que notre charpente bois, avec un élément métallique, un assemblage métallique, vient en fait se sceller également en tête de mur. Donc c'est une manière assez efficace de réutiliser ces éléments de dalle béton en mur. Ensuite, Julien, on en a également parlé au début, mais il y a ces planchers floor que le SXL a développé. Donc on prend ces dalles de réemploi et on vient les poser sur des sommiers métalliques. Il y a différentes portées possibles. On peut aller plus loin que ça, mais les portées typiques, 2 à 4 mètres, c'est vraiment facilement mis en place. Dans le sens de la poutre, on peut aller 4 à 6 mètres, bien sûr, en fonction du projet, de la dalle, du projet d'honneur et puis le dimensionnement des sommiers métalliques, on peut aller bien plus loin. Pour un ordre d'idée, en fait, notre dalle en béton de réemploi vient être posée sur deux appuis, donc il y a de la flexion. Et puis, nous, on avait fait un peu ce tableau pour se repérer. En fonction, ici, on voit l'épaisseur de la dalle du projet d'honneur, donc en fonction de l'épaisseur de l'élément qu'on va récupérer, et puis ici, de l'armature qui se trouve dans cette dalle. Et ben, quand on recoupe les infos, je prends par exemple 20 cm de dalle avec une armature de diamètre 8 tous les 15, et ben, on voit ici, on a distingué des charges utiles de 200 kg, c'est l'utilisation d'un bureau classique. 500, c'est un rassemblement de personnes. Et ben voilà, on voit un peu les portées qu'on pourrait franchir et qui garantit la résistance à la flexion de la dalle. Donc ça, c'est pour des nuances d'acier, je l'ai noté ici, d'aujourd'hui, efficaces. Quand on fait du réemploi et dans des bâtiments plus vieux notamment, on a parfois des nuances d'acier qui sont de moins bonne qualité. Donc on peut faire aussi euh, le même exercice et on obtient des portées un peu réduites. Mais voilà, c'est pour montrer la possibilité, les portées qu'on peut franchir avec ce genre de solution, donc à la flexion de la dalle. Et puis un autre élément dans ce genre de plancher qui est déterminant, c'est aussi la largeur d'appui, puisqu'en fait, quand on vient découper notre élément de dalle, on vient scier l'armature et donc interrompre la continuité qu'il y a normalement sur appui. Et puis, en fait, maintenant, à l'effort tranchant, il y a des bielles de compression dans le béton qui se forment, qui est un peu matérialisé par la fissure ici. Et en fait, on peut plus venir façonner des barres, notamment un crochet, une épingle, pour venir ancrer cette bielle de compression. Donc, la reprise de cette bielle de compression ne peut être faite que par la barre droite. Et donc, il faut une longueur suffisante dans cette barre pour activer assez de résistance ici au droit de la rupture. Donc ça se calcule, mais c'est quelque chose à avoir en tête. On a les formules ici, ce qui est pour les ingénieurs civils, mais en fait, on développe suffisamment de résistance pour que quand on arrive ici, on peut reprendre l'effort de la bielle de compression. Et puis, si on a une bielle à 45, ce qui est usuellement le cas quand on dimensionne, on peut encore déduire l'enrobage de l'armature pour calculer cette longueur d'appui. Sur par exemple, dans le cas du SXL, sur ces sommiers métalliques. Il y a un autre exemple, c'est aussi un plancher sur poutre en béton armé sur lequel on viendrait poser nos dalles de remploi. On va vous présenter, on l'a développé récemment pour un de nos projets d'une halle industrielle en Valais. Et je vais vous passer quelques slides sur cette solution-là. Donc voilà une coupe du projet. Il y a une halle industrielle ici où il y a tout un espace de production. On crée une toiture métallique avec des poteaux. L'idée, c'est aussi de faire du réemploi métallique ici, mais ce n'est pas le sujet trop de cette
présentation. Et puis dans la partie bureau, ici à gauche, on a deux planchers. Et puis on avait l'idée de faire ici un plancher en dalle de réemploi. Vu en plan, on voit cette halle de production avec les lignes de production, des grandes portées ici pour que les camions puissent rentrer, un espace de stockage. Et puis dans la partie bureau, on veut faire le plancher de réemploi. On voit deux portées, une un peu plus grande pour accueillir des bureaux et une plus courte pour les circulations, un couloir de circulation. Et voilà, c'est cette surface ici, sur deux étages, qu'on voudrait faire en plancher de réemploi. Donc en fait, on avait identifié un gisement de 1000 m² de dalles qui sont déjà sciés et disponibles. Le prix d'achat, quand on s'est renseigné, c'était 200 francs le mètre carré. On discutera du coût après, mais qui est assez cher. Et puis en fait, ce gisement était intéressant parce que il permettait de couvrir directement tous nos besoins pour le plancher. Donc on avait à peu près 950 mètres carrés de surface. Donc voilà, mais du coup, en fait, ils étaient déjà découpés. Donc les dimensions de 2,50 par 3 et 20 cm d'épaisseur, c'était une donnée fixe pour notre projet. Et puis, on avait quelques contraintes du côté de notre projet receveur. Donc, comme je le disais avant, on avait une trame dans le sens longitudinal qui était fixée par le gabarit des camions qui devaient rentrer, les lignes de production. Donc, on avait 5,60 m d'espacement. Dans le sens transversal, on avait une certaine flexibilité, mais il fallait garantir un peu ces deux portées différentes, les plus longues pour les bureaux et les plus courtes pour l'espace de circulation. Mais là, on avait un peu de marge pour jouer. Et puis, les demandes des architectes, c'était aussi également de réduire l'impact des sommiers sous les dalles au maximum. Et puis aussi, ils voulaient un agencement de cloisons flexible. Donc, si on avait des sommiers de différentes hauteurs qui traversaient, il fallait peut-être créneler les cloisons pour faire les détails de raccord. Et puis, l'idée, c'était que tous ces sommiers présentent le même niveau inférieur, qu'on soit tous dans le même plan pour que l'agencement des cloisons soit plus simple. Donc, notre solution, c'était ça. On voit ici qu'on a développé, donc on revoit la grande trame pour les bureaux, la plus courte pour les circulations. On fait des sommiers longitudinaux avec la largeur d'appui si nécessaire, selon les formules que je vous ai montrées un peu avant. Donc, on a 4 sommiers longitudinaux. Et puis, en transversal, on vient franchir les portées sur appui également avec un sommier. Et puis, il y a mi-travée aussi. On a précontraint les sommiers longitudinaux alors que les sommiers transversaux ne le sont pas. Et puis là-dessus, on vient déposer à la grue tout simplement nos blocs de réemploi. Voilà, des petits schémas rapidement. Donc si on va, pardon, en noir, c'était la possibilité de mettre les piliers. Les archis étaient assez flexibles. On peut très bien mettre des piliers partout. Nous, avec nos sommiers précontraints, on s'est passé d'un pilier sur deux. Donc si vous voulez, il ne reste plus que les roses. Et puis, donc, on arrivait à franchir les 5,60 m avec nos dimensions. Par contre, parce que les dalles faisaient 2,50 m, dans l'autre sens, elles faisaient 3 mètres, les dalles. Et puis là, on a dû un petit peu allonger le bâtiment, mais c'était dans la partie flexible, disons, pour les architectes. Donc voilà, on voit ces sommiers-là et les dalles simplement posées dessus. L'avantage de ces sommiers béton, c'est qu'en fait, le système constructif est facile et rapide à mettre en œuvre. J'ai un slide après pour vous montrer un peu le principe de construction. Bien sûr, les dalles et du coup les sommiers sont dans le même plan. Il y a une petite descente de charge, mais ça minimise l'impact visuel en surface que les archis voulaient. Les sommiers transversaux et longitudinaux sont dans le même plan, bétonnés ensemble dans un même plan. Donc, le niveau inférieur est uniforme et pour ce qu'on disait sur les cloisons, c'est très avantageux. Et puis, avec cette précontrainte variable, on a pu égaliser les déplacements, les efforts, et puis un peu uniformiser les sections. Donc, on n'a pas tout le temps la même précontrainte dans chaque sommier longitudinal, en fonction des efforts. Et puis, on a pu optimiser également, comme je l'ai dit, les porteurs. Donc, on a réduit le nombre de porteurs verticaux. Et puis, on est en zone sismique du Valais 3B, donc il y a des efforts sismiques importants. Et puis, en fait, cette grille de poutres, ces sommiers béton crée un diaphragme parasismique efficace. Donc, voilà, c'est autant d'avantages de cette solution. Concernant la construction, donc si on imagine qu'on vient étayer la dalle avec une planche de coffrage inférieure, on peut disposer les deux carrelets qui permettent d'accueillir les éléments de dalle déjà sciés qui sont posés sur cette série d'étais. Et en fait, à l'intérieur, on peut directement couler nos sommiers qui sont armés et précontraints. Donc voilà, c'est très efficace, très rapide à mettre en œuvre. Ensuite, pour dézoomer un peu, si on revient aux éléments standards de 40 par 2,40, en fait, avec ce type de plancher, les possibilités d'agencement des porteurs sont multiples. Donc, si on reprend un peu ce qu'on avait fait, plus ou moins entre deux dalles, on met des piliers.
assez facilement. Ça dépend bien sûr de la dalle, on a vu, de l'armature qu'il y a dedans, et puis la taille des sommiers. Mais un peu pour les architectes, on peut facilement imaginer d'ajouter une trame supplémentaire dans cette direction, voire dans l'autre. Donc on a un système très flexible et efficace. Ensuite, on a fait quelques calculs économiques et écologiques pour ces variantes-là. Donc, comme je le disais, pour les coûts économiques, le premier contact, on a eu un prix à 200 francs le mètre carré, ce qui est relativement cher. Mais là, donc je sais où sont situées, où sont actuellement stockées les dalles. Je sais leur taille, donc combien on en a besoin. J'ai pu chiffrer le transport, la logistique jusqu'à notre site. J'ai pu chiffrer la construction des nouveaux sommiers, la pose à la grue de ces dalles. Et puis, si on achète à 200 francs le mètre carré ces dalles, on se retrouve à peu près à 270 francs le mètre carré pour notre plancher construit. Si je prends en référence une dalle en béton armé qui se tient à peu près autour des 200 francs le mètre carré, on voit qu'on est 36% plus cher qu'une solution standard de dalle béton armé. On reste inférieur à une dalle mixte en bois béton qui se situe en général plutôt vers les 300 francs le mètre carré. Et puis après, comme je vous l'ai dit aussi, ces 200 francs le mètre carré, c'est assez cher. Quand on a un chantier de démolition, déconstruction bien fait, on peut arriver autour des 120, voire inférieur francs le mètre carré. Donc si on imagine qu'on arrivait à négocier un peu ce prix et se rapprocher des 120 francs le mètre carré, on voit que nos coûts sont de l'ordre de grandeur d'une dalle en béton armé. Donc on rentre économiquement, ça devient intéressant. Euh, et voilà, je voulais le montrer par ça. Si je décompose un peu les coûts pour notre plancher de réemploi, il y a les coûts d'achat des dalles, une fois à 200, une fois à 120, et puis après logistique, transport et construction des nouveaux sommiers, et puis la pose des dalles. Donc voilà, si on a un prix d'achat à 120 francs le mètre carré, on est à peu près moitié-moitié dans les coûts entre l'achat brut des dalles et puis après la construction. Maintenant, les avantages écologiques. Alors, on a pu chiffrer, faire un éco-bilan de notre plancher, toujours par rapport à une dalle en béton armé qu'on prend comme référence. Et ben, on voit qu'on est presque 3 fois meilleur. On émet 3 fois moins de CO2 équivalent dans l'atmosphère avec notre plancher, puisqu'on remplace beaucoup de mètres carrés par des éléments de réemploi. Et puis, une dalle mix béton, voilà, on est aussi meilleur que ça. Si on distingue à nouveau les coûts écologiques dans notre variante du plancher, et ben, on a la déconstruction et la logistique qui représentent environ un tiers. Et puis, la construction des nouveaux sommiers et de notre plancher sur place qui fait les 2 tiers restants. Et voilà, Julien va vous parler maintenant d'une autre variante de dalle à poussoir précontraint. Ouais. Donc effectivement, c'est une dalle qu'on a développée chez 2401 avec le bureau Étienne Brechbull, bureau d'architecte, avec aussi VSL comme fournisseur de précontraintes, et puis l'entreprise de construction Marty, qui consiste principalement en assemblage de blocs. Ici, on a des blocs qui font 1,20 m par 1,20 m, donc qui sont vraiment quelque part la découpe encore en deux, des blocs de 2,40 m par 2,40 m. Et ces blocs, on va venir les assembler les uns par rapport aux autres avec un mortier. C'est vraiment tout simple. Et puis, on va venir vraiment les serrer entre eux pour qu'ils puissent tenir à la flexion et au cisaillement avec des câbles de précontrainte qu'on va insérer dans des rainures en fait, qui sont faits en sous-face de cet assemblage-là. Alors, bien sûr, là, on a des dimensions qui sont fixes, mais on peut ajuster les dimensions vraiment pour s'adapter à chaque projet en coulant sur place en fait une petite extension ici en béton armé. Alors, là, on va parler un petit peu de finalement comment est-ce qu'on pourrait dimensionner cette solution et comment est-ce qu'on va pouvoir guider la conception pour les concepteurs qui voudraient s'emparer de cette solution. Alors, une des choses qu'il faut éviter avec cette solution, c'est de mettre trop de précontraintes parce qu'en fait, on a un risque vraiment d'éclatement vers le haut en fait du plancher. Un autre critère de conception, qui est aussi un critère de durabilité dans le temps, c'est vraiment on a cherché à avoir à l'état de service des éléments qui sont complètement comprimés. La compression, elle-ci, elle va garantir une forme de durabilité parce que voilà, si on est comprimé, on n'a pas de fissuration à l'état de service et on va avoir des éléments qui vont avoir une longévité plus grande qu'un élément qui pourrait fissurer. Mais pour faire ça, il faut un minimum de précontraintes, un minimum d'effort sur les blocs. Et puis un dernier critère, donc là on a fait des essais et puis c'est juste des photos de la rupture hein, ici par le haut, hein, on a une propagation de fissure et puis une expulsion du bloc ici. Le dernier critère, c'est la résistance à l'ELU. Et puis cette résistance à l'ELU, il y a Clément qui est en train de dessiner sur le slide.
Pour avoir la résistance à l'ELU, il faut un minimum de sections de précontraintes. Donc, ça revient aussi ici à avoir un minimum d'efforts de précontraintes dans les sections. Donc, on a vu qu'il y avait un critère où il fallait pas qu'on ait trop de précontraintes, mais on a deux critères où on doit avoir suffisamment de précontraintes. Donc, quelque part, ça nous dessine ici une zone disponible pour l'effort de précontrainte. Puis, on a tracé ça en fonction des portées et ça nous permet d'avoir des abacs de dimensionnement. Ces abacs, on peut aussi tout à fait les dessiner pour différentes épaisseurs de blocs. Comme ça, quand on récupère des blocs d'un bâtiment d'honneur, ben, on sait tout de suite ce qu'on va pouvoir concevoir avec ces blocs et quelle force de précontrainte on va devoir mettre dans ces éléments-là. Alors, on a fait des essais pour justifier tout ça et pour comprendre aussi le comportement à la rupture. Donc, on a fait des essais à l'École d'ingénierie et d'architecture de Genève, l'EPIA. Ici, on voit une dalle qui a déjà une belle déformation. Et les essais, en fait, c'est des essais de flexion 4 points, donc 2 points d'introduction d'efforts directement par le vérin, et puis 2 réactions d'appui. C'est pour ça qu'on appelle ça des essais de flexion 4 points. Ce qu'on a regardé dans un premier temps, c'est vraiment, ici, on a l'effort du vérin, euh, et puis en abscisse, on a la déformation à mi-travée de notre essai. Puis on a fait des chargements cycliques. Donc on a chargé, déchargé, chargé, déchargé. Et puis ce qui nous intéressait, c'est de voir ici dans la zone en gris qui représente en fait la zone de service, les charges auxquelles on peut s'attendre, disons, dans la durée de vie du bâtiment sont plutôt dans cette zone-là. On est allé beaucoup plus haut pour comprendre comment ça allait se casser, mais finalement, on va plutôt travailler dans cette zone-là. Et on était intéressé à voir finalement la déformation résiduelle et on voit qu'en fait, on a quelque chose qui est complètement élastique, c'est-à-dire qu'il revient quasiment à zéro à chaque fois. Donc, on peut charger et quand on décharge, on n'a pas de fissuration résiduelle. Ces essais-là, on les a fait pour 3 prototypes en béton. Ici, c'est un, C2, C3, mais aussi pour un prototype en pierre. Et puis, tous ces prototypes-là ont montré finalement un comportement relativement similaire. Et maintenant, on va s'intéresser à cette zone grise qui nous intéresse, qui est la zone dans laquelle on a les efforts dans le bâtiment. Ça, c'est vraiment des efforts qui sont beaucoup plus grands. Là, on est environ à 1,5 tonne, voire 2 tonnes au mètre carré, hein, quand on a la rupture ici au bout du graphique. On va zoomer donc sur cette zone grise ici ensemble, puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, on va surtout comparer, en fait, qu'est-ce qui se passerait pour une dalle en béton armé classique, qu'est-ce qui se passe pour notre système en béton précontraint avec du béton de réemploi. Donc, on se souvient ici, en ordonnée, on a l'effort, quelque part, qu'on applique, et en abscisse, on a la déformation, et c'est ça qu'on va vouloir regarder. Donc, dalle en béton armé classique, on la charge, on a une proportionnalité au début des déformations, et puis ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'on a une fissure qui apparaît, et on a une propagation des fissures, plus on charge notre dalle. Et en fait, la conséquence de ça va faire qu'on va avoir une augmentation des déformations. Et puis, on arrive à ce point-là, qui fait correspondre voilà, à un niveau de charge et puis un niveau de déformation. Notre dalle, on va lui appliquer le même niveau de charge et puis on va voir comment les déformations évoluent. Puis on voit que quelque part, on reste complètement linéaire, proportionnel, donc entre les valeurs d'effort et puis les valeurs de déformation. Et ça, c'est vraiment dû à la précontrainte. Et puis, on a expliqué qu'on voulait justement garder les sections non fissurées en état de service. C'était un des critères de dimensionnement. Et c'est une résultante, c'est un résultat quelque part de ce critère de dimensionnement. Maintenant, on a déjà vu ce graphique ensemble, c'était le graphique du fluage. On a vu justement que le béton armé avait tendance à avoir un fort fluage, alors que le béton de réemploi en a très peu. Et on va maintenant regarder comment est-ce que ça va se traduire en termes de déformation dans le temps. Donc maintenant, on va garder notre niveau de charge, mais on va voir ce qui se passe en faisant tourner l'horloge dans le temps au niveau des déformations. Donc, nous, notre élément ici en béton de réemploi, il va avoir très peu de fluage. On en a quand même considéré un bout. Et par contre, un élément classique va avoir énormément de fluage. Et on voit que finalement, à la fin, au bout de 20 ans, disons, on a une différence de déformation qui est relativement grande en fait, entre les deux systèmes. Alors, on a fait un papier de recherche qui précise tous ces calculs-là et surtout qui donne aussi des ordres de grandeur pour des cas typiques de dalles. Ici, on a le cas d'un béton armé neuf. Et puis, à la fin, ici, on a la déformation à long terme, ici, qui était évaluée à 25,6 mm. Et puis, pour notre système proposé, donc en béton de réemploi précontraint, on est plutôt à 5 mm. Donc, on a vraiment ici une réduction des déformations qui est importante. C'est des conclusions, en tout cas, pour cette dalle à voussoir. On a des déformations à court terme qui sont plus faibles grâce à la précontrainte, à long terme qui sont encore plus faibles grâce au béton de réemploi. Pour tout ce qui est résistance, il n'y a pas de grande nouveauté. Ici, on est vraiment sur des résistances similaires à des dalles en béton armé, béton précontraint.
Et puis les méthodes d'évaluation de la résistance vont être comparables finalement au béton précontraint. On ne révolutionne pas les calculs là. Et puis les recherches en cours, bah, chez nous, on aimerait quand même comprendre un peu la deuxième partie de la courbe qu'on n'a pas détaillée ici, hein, qui est le comportement finalement des voussoirs à la déformation et proche de l'ELU, le l'état ultime. Donc ça, on est en train de faire un document scientifique là-dessus. Et puis, nous, on aimerait bien aussi, finalement, il y a un besoin qui a été identifié, c'est d'avoir des recherches pour mieux comprendre le fluage des bétons de réemploi. Donc, s'il y a des chercheurs ou des gens qui sont motivés pour ça, nous, on serait aussi voilà, motivés pour participer à comprendre un petit peu mieux ça. On a fait une publication scientifique là-dessus qui peut se trouver en ligne. Et puis à côté de ça, on est en train d'éditer un guide de conception qui permettra vite d'avoir des ordres de grandeur en fonction des portées, des charges, des épaisseurs de dalles qui sont nécessaires, mais aussi des valeurs environnementales qui sont ici où j'ai la souris, ou par exemple des valeurs acoustiques ou ce type de valeurs. Donc vraiment un guide un peu complet pour pouvoir prendre en main cette solution. Un autre exemple ici qu'on a réalisé aussi au sein du bureau, c'est un mur de soutènement ici qu'on voit sous la souris. Et puis ce mur de soutènement, il est issu un peu d'une recherche qu'on a menée conjointement avec l'école d'ingénieurs de Fribourg, la HEIFR, et 2401. Et puis sur une demande en fait d'une entreprise générale, une entreprise totale, pardon, Steiner, qui devait réaliser un mur de soutènement, qui devait aussi déconstruire un bâtiment, et puis qui nous ont demandé bah, comment est-ce qu'on pouvait réaliser un mur de soutènement plus durable avec moins d'impact. Donc il y a une recherche ici de type de structure. Donc là, ici, un mur plutôt poids, un mur en gabion, ici plutôt directement ficher les dalles dans le sol, un mur classique ici en T. Et puis la solution qui a été retenue ici plutôt consistait à venir ficher des éléments dans le sol et puis insérer des dalles à l'intérieur de ces éléments. Alors quand on regarde en plan, ça donne ça. Donc on a ces profilés ici qui vont être introduits dans le terrain. Et puis, en partie supérieure, on va mettre des dalles de réemploi qui, in fine, vont reprendre la poussée des terres. Alors, la variante retenue, qui a été développée aussi avec le bureau AB Ingénieur, qui était le mandataire géotechnique, elle consiste en ça. Donc là, on a un mur de 140 mètres de long. Et puis, en fait, on reconnaît les éléments ici de réemploi. Parfois, il y a un besoin d'en superposer deux, d'ailleurs, dans la hauteur. Et c'est des éléments qui ont été déconstruits dans le plan qu'on a montré au début de la présentation. Alors, ces éléments, en fait, ils se retrouvent là, sur site. Lors de la construction, ils sont empilés et rangés. Et puis, ils vont être insérés dans les piliers, enfin, les profilés métalliques ici. Donc, ça donne ça. C'est le premier élément qui a été construit pendant presque la déconstruction. Donc, avant même la construction du nouveau bâtiment qui était sur le site. Et puis, finalement, bah, là, on voit les mouvements de terre qu'on fait que de ce côté-là, on a une rampe. Donc, on a des niveaux différents du côté où j'ai de la souris et puis du côté arrière. Et puis les éléments ont été protégés, les profils ont été peints, et puis la partie supérieure a été aussi protégée par une couverte métallique. Une photo ici aérienne, un peu plus loin de ce mur, ça donne ça. Voilà. Et je regarde juste au niveau de l'heure, il est 15. Effectivement, c'est presque fini, mais je vais quand même parler rapidement de ça parce que c'est quelque chose qui est assez important pour nous, c'est la question de l'équivalent fonctionnel. C'est vrai qu'on a tendance à penser que du béton de réemploi va remplacer du béton de réemploi entre le projet donneur et le projet receveur et à pas forcément se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de construire qui est peut-être plus écologique quelque part que du béton. Ce qui m'amène là, pardon, c'est pas forcément très clair comme je l'ai amené là, mais disons à comparer notre solution en réemploi à des variantes de comparaison. Mais ces variantes de comparaison ne sont pas toujours l'exact équivalent en béton de réemploi. Donc là, typiquement, pour une dalle en réemploi, on va la comparer à une dalle en béton armé. Donc ça, c'est presque son équivalent au sens du matériau. Mais on peut aussi la comparer à un plancher bois-béton. Donc là, on a les valeurs CO2 typiquement pour une dalle en béton armé de 6 mètres. Alors, environ, hein, c'est des valeurs approximatives, environ 70. Plancher bois-béton, environ 60. Je vais balayer un petit peu ça et puis je vais expliquer là où je veux revenir dans les slides qui vont venir. Pour un mur, typiquement, bah, si on compare un mur béton armé, on est à environ 60, mais si on compare un mur de maçonnerie, on n'est plus qu'à 30. Puis un mur ossature bois bien optimisé avec du bois massif, on est déjà plus qu'à 20. Et puis j'arrive aussi à la question des dallages, qui est une question un peu épineuse pour nous, parce que souvent on a tendance à comparer les dallages avec un dallage équivalent en béton, ce qui est assez rare dans la pratique. On a plutôt tendance finalement à avoir des équivalents fonctionnels de type enrobé bitumineux ou même des sols qu'on peut réaliser en gravier fin.
et qui ont des impacts qui sont relativement réduits. Et puis bien comprendre finalement notre équivalent fonctionnel va nous permettre de comprendre quelle est la distance limite jusqu'à laquelle mon réemploi quelque part est toujours moins impactant que mon équivalent fonctionnel. Donc ici, on a quelques exemples. Et puis, pardon, je reprends là. Donc, cette distance limite, elle va dépendre finalement de l'impact environnemental de l'équivalent fonctionnel. Et c'est pour ça qu'il faut bien le choisir, pas toujours comparer du béton de réemploi avec du béton, parce que des fois, il y a d'autres équivalents fonctionnels avec d'autres matériaux. Et puis, l'impact environnemental, enfin, cette distance limite, elle dépend de l'impact environnemental de la mise en œuvre du béton de réemploi, ça c'est sûr, mais aussi de l'entretien du béton de réemploi. C'est-à-dire si on doit avoir des mesures complémentaires qui sont à renouveler euh, fréquemment sur le béton de réemploi de type mesures de protection contre l'eau, par exemple, ou contre certaines agressions extérieures, bah, ces mesures-là, elles ont aussi un impact et il faut aussi les prendre en compte quand on cherche à comparer quelque part le béton de réemploi et son équivalent fonctionnel dans une optique de trouver la distance limite. Donc là, on a quelques exemples. Donc si typiquement, on reprend nos exemples de dalles portées ou de dalles à voussoir, et on les compare, là ça paraît évident, à une dalle en béton armé, et là, les distances limites, elles sont de l'ordre de 1000 km, si on résume ça. Pour un mur, si on le compare à un mur en béton armé, c'est 1000 km, mais si on le compare à un mur en ossature bois, la distance limite, elle tombe à 500. Enfin, c'était grosso modo la moitié. Un dallage par rapport à un dallage en béton armé, on peut encore faire 500 à 700 km de transport. Maintenant, si on compare notre dallage à un enrobé bitumineux qui est moins impactant, la distance, elle commence à chuter de 300 à 500. Et puis, ce qu'on a pu montrer aussi par des calculs, c'est qu'un dallage avec une protection de type résine ou de type étanchéité, une protection qui devrait être renouvelée aussi, parce que quand on fait un éco-bilan, on considère 60 ans de durée de vie. Si on doit renouveler la protection tous les 10 à 15 ans, là, c'est tout un impact en fait qu'on a avec notre élément de réemploi. Si on le compare à par exemple de l'enrobé bitumineux, qui n'est pas non plus hyper impactant, mais en fait, on a des éléments qui sont quasiment au même impact CO2. Et donc là, les distances limites, elles tombent on a mis 0 à 200, mais disons qu'elles tendent à être nulles. Donc voilà, ça permet aussi d'ouvrir peut-être le débat aussi sur cette comparaison béton de réemploi et quel est son équivalent fonctionnel pour les discussions. Donc voilà, discutons. En tout cas, merci de votre attention et bah, au plaisir d'échanger et de répondre à toutes les questions si on en a. Merci beaucoup, Bien. Merci beaucoup, Émeric. Je vais arrêter l'enregistrement.